Novembre 1942. L'Atlantique Nord était un cimetière. Pas un cimetière au sens métaphorique. Un cimetière littéral, de métal tordu, de navires brisés et d'hommes noyés dispersés sur des milliers de miles carrés d'eau froide et sombre. Depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, plus de 3000 navires alliés avaient été envoyés par le fond par les U-boats allemands. Des millions de tonnes de provisions désespérément nécessaires, de nourriture, de carburant, de munitions, de véhicules, d'armes, reposaient dans les profondeurs écrasantes, inutiles pour quiconque, sauf les poissons et les fantômes des hommes qui étaient morts en les livrant. Chaque semaine, des centaines de marins alliés périssaient dans ces eaux. Certains se noyaient immédiatement lorsque les torpilles déchiraient leurs navires en lambeaux. D'autres mouraient plus lentement, gelant à mort dans des canaux de sauvetage dérivant pendant des jours, ou brûlant vifs lorsque les nappes d'huile à la surface de l'eau s'enflammaient et transformaient l'océan en enfer de flammes. Les chanceux mouraient rapidement, les malheureux avaient le temps d'y penser. Les U-boats allemands, appelés les loups d'Hitler, chassaient en meute coordonnée, détruisant les convois alliés avec une efficacité terrifiante. Une seule meute de 5 ou 6 sous-marins pouvait détruire un convoi entier de 30 ou 40 navires marchands en une seule nuit. Les commandants de U-boats avaient perfectionné leur tactique jusqu'à en faire une science mortelle. Ils faisaient surface la nuit, lorsque le radar allié ne pouvait pas les détecter facilement, se positionner parmi les navires du convoi, où les escorteurs ne pouvaient pas tirer sans toucher des unités amies, tirer des torpilles à courte distance, puis plonger et s'échapper avant que les défenseurs ne puissent réagir. Winston Churchill, le Premier ministre inflexible de la Grande-Bretagne, qui admettait rarement avoir peur de quoi que ce soit, écrivit plus tard que la bataille de l'Atlantique était la seule chose qui m'avait vraiment terrifié pendant la guerre. Et il avait de bonnes raisons d'avoir peur. La Grande-Bretagne était une nation insulaire entièrement dépendante des approvisionnements envoyés d'Amérique. Si les Allemands pouvaient couper cette ligne de vie transatlantique, la Grande-Bretagne mourrait de faim. L'Union soviétique s'effondrerait sans l'aide américaine. Tout l'effort de guerre allié s'écroulerait et Hitler gagnerait automatiquement. Les mathématiques étaient brutalement simples. Si les U-boats coulaient des navires plus vite que les chantiers navals alliés ne pouvaient les construire, les Allemands gagnaient. Si les Alliés pouvaient construire des navires et livrer des provisions plus vite que les U-boats ne pouvaient les couler, les Alliés gagnaient. Fin 1942, les Allemands gagnaient cette équation. Dans ce cauchemar, entra l'USS Doyle, un destroyer d'escorte, un navire de guerre relativement petit, conçu spécifiquement pour protéger les convois. Le Doyle n'avait pas été construit pour chasser les flottes ennemies, ni bombarder des positions côtières. Il avait une seule mission, maintenir les navires marchands en vie assez longtemps pour qu'ils atteignent leur destination. Il était équipé d'un sonar pour détecter les sous-marins immergés, de grenades sous-marines pour les attaquer, et de divers canons pour le combat de surface. En novembre 1942, le Doyle fut assigné à la protection d'un convoi de 47 navires marchands traversant l'Atlantique de Norfolk en Virginie vers l'Afrique du Nord. Les navires transportaient des provisions pour l'opération Torch, la massive invasion alliée de l'Afrique du Nord française qui devait être menée par un général américain alors relativement inconnu du nom de George S. Patton. La cargaison était critique. Des chars, des camions, des munitions, de la nourriture, des fournitures médicales, du carburant, tout ce dont une armée d'invasion aurait besoin pour combattre dans le désert. Le convoi était précieux, ce qui signifiait que les U-boats le chasseraient. Parmi les 186 membres d'équipage du Doyle se trouvait un marin de 20 ans du nom de Leonard Jackson. Il venait de Bâton Rouge en Louisiane, une petite ville sur le fleuve Mississippi où il avait grandi dans un quartier ségrégué, fréquenté des écoles ségrégées et appris tôt que la couleur de sa peau déterminait quelles opportunités il aurait dans la vie. Jackson s'était engagé dans la marine au début de 1941, avant Pearl Harbor, avant que l'Amérique n'entre officiellement en guerre. Il s'était engagé pour les mêmes raisons que des millions d'autres jeunes hommes, un sens du devoir, un désir d'aventure, une échappatoire aux opportunités limitées chez lui. Il s'imaginait servant les canons, opérant le radar, peut-être même devenant officier s'il faisait ses preuves. La marine avait d'autres plans. En 1942, la marine des États-Unis était ségrégée par politique officielle et racisme enraciné.
Les marins noirs étaient limités au service de steward. Ils pouvaient servir la nourriture, nettoyer les quartiers des officiers, travailler dans les cuisines, s'occuper de la lessive et effectuer d'autres tâches auxiliaires. Ils ne pouvaient pas servir dans des postes de combat. Ils ne pouvaient pas servir les armes. Ils ne pouvaient pas devenir officiers. La position officielle de la marine, partagée par une grande partie de l'Amérique blanche, était que les hommes noirs ne possédaient pas l'intelligence, la discipline et le courage nécessaires pour les rôles de combat. Alors Leonard Jackson, qui avait obtenu de hauts résultats aux examens d'entrée et exprimé un intérêt pour l'artillerie, fut assigné au cambus du Doyle comme cuisinier de 3e classe. Sa tâche était de préparer les repas pour l'équipage, laver la vaisselle, maintenir la cuisine et se tenir à l'écart lorsque les véritables opérations de combat se déroulaient. Il était bon dans son travail. L'équipage appréciait sa cuisine. Il avait un talent pour faire en sorte que les rations fades de la marine aient meilleur goût qu'elles n'en avaient le droit. Il était ponctuel, fiable, et ne se plaignait pas des heures interminables à hacher des légumes, récurer des casseroles et servir des repas à des gens qui le traitaient souvent comme invisible. Mais Jackson était aussi observateur d'une manière qui s'avéra cruciale. Pendant les mois du Doyle en mer, le navire menait d'innombrables exercices de combat. L'alarme de combat était annoncée, et chaque homme courait à son poste de combat assigné. Le poste de Jackson était sous le pont, dans un compartiment fermé, où le personnel non combattant attendait les attaques en sécurité relative. Mais en route vers ce compartiment, il passait par le pont principal, où les artilleurs servaient leurs canons. Et Jackson observait. Il observait les artilleurs aux canons antiaériens de 20 mm, une arme à tir rapide conçue pour abattre les avions ennemis, mais aussi efficace contre les cibles de surface. Il observait comment ils chargeaient les chargeurs ronds en tambour, comment ils visaient, suivant les cibles à travers de simples viseurs métalliques, comment ils contrôlaient le recul de l'arme, s'appuyant contre elle, comment ils anticipaient les cibles en mouvement, tirant non pas là où la cible était, mais là où elle serait lorsque les projectiles arriveraient. Personne n'avait formé Jackson au maniement de cette arme. Personne ne lui avait donné la permission d'apprendre. Mais il avait des yeux, et il avait un esprit qui absorbait l'information. Pendant des centaines d'exercices et de manœuvres, servant du café et des sandwichs aux équipes de canons pendant leur pause, il mémorisa les procédures, sans même se rendre compte qu'il le faisait. Les officiers du Doyle n'avaient aucune idée que leurs cuisiniers avaient appris leur système d'armement. Ils ne demandèrent jamais, et Jackson ne rapporta jamais cette information. Pourquoi l'aurait-il fait ? Un cuisinier noir apprenant l'artillerie était sans sens. On ne lui aurait jamais permis de servir cette arme. Les règlements de la marine étaient clairs, mais l'océan ne se soucie pas des règlements. Et le 14 novembre 1942, à 3 jours de la côte africaine, l'océan allait enseigner à la marine une leçon sur ce dont les gens étaient capables lorsque les règlements devenaient sans importance. Le convoi avait eu de la chance pendant la majeure partie de la traversée. Ils avaient rencontré du mauvais temps, toujours désagréable, mais en fait utile, car cela rendait les attaques de U-boats difficiles. Les sous-marins ne pouvaient pas opérer efficacement dans les mers agitées, et leurs périscopes ne pouvaient pas pénétrer l'eau turbulente pour repérer les cibles. Les navires marchands furent dispersés par les tempêtes, mais les escorteurs réussirent à maintenir la plupart d'entre eux ensemble et en mouvement vers l'est. Lorsqu'ils s'approchèrent de l'Afrique, le temps s'améliora, l'océan devint calme, presque vitreux. C'était beau et terrifiant, car une mer calme signifiait des conditions de chasse idéales pour les U-boats. Les opérateurs sonars du Doyle écoutaient constamment le son caractéristique des hélices de sous-marins. Les observateurs scrutaient l'horizon avec des jumelles. Les officiers étudiaient les rapports de renseignements sur les positions connues des U-boats. Tous étaient tendus, sachant que les attaques pouvaient survenir à tout moment. Leonard Jackson continuait sa routine. Il se réveillait à 4h40 du matin pour commencer à préparer le petit déjeuner. Il servait les repas à l'équipage par équipe. Il nettoyait la cambuse. Il préparait la nourriture pour le repas suivant. Son monde se composait de cuisinières, de casseroles, de couteaux et d'un approvisionnement interminable de pommes de terre à éplucher. Il épluchait des pommes de terre, probablement sa 200e de la journée, lorsqu'un autre cuisinier lui demanda s'il avait peur. « De quoi ?» répondit Jackson. « Des U-boats, mec. Nous sommes des canards assis ici. » Jackson réfléchit un moment, puis haussa les épaules. « Je pense que si une torpille a mon nom, je ne peux rien y faire. Et si elle ne l'a pas, pourquoi s'inquiéter ?
C'était le genre de philosophie fataliste qui aidait les marins à faire face à la menace constante de mort soudaine. Mais Jackson pensa aussi autre chose. Quelque chose qu'il ne dit pas à voix haute. « Si ce navire est touché, je n'ai pas l'intention de mourir en me cachant dans un trou sous le pont. Si je dois mourir, ce sera en faisant quelque chose. » Il n'avait aucune idée que dans quelques heures, il aurait l'occasion de le prouver. Le convoi naviguait en formation de protection standard, les navires marchands en plusieurs colonnes, les destroyers et escorteurs tournant sur le périmètre comme des chiens de berger gardant un troupeau. Le Doyle était sur l'aile nord du convoi, son sonar émettant des pings dans l'eau sombre, ses canons étaient servis et prêts. Il était 2h47 du matin le 14 novembre, lorsque tout partit en enfer. Jackson était dans la cambuse, préparant du café pour l'équipe de quart avant l'aube. Le navire était silencieux, à part le grondement constant des moteurs et le murmure de l'eau le long de la coque. La plupart de l'équipage dormait. Quelques hommes étaient de quart à différents postes. C'étaient les heures mortes de la nuit, lorsque la vigilance faiblissait et que les esprits vagabondaient. L'explosion, lorsqu'elle survint, fut comme la fin du monde. L'onde de choc frappa le Doyle comme un coup physique, secouant tout le destroyer de la proue à la poupe. Jackson fut projeté contre le plan de travail de la cambuse. Le café chaud se répandit sur le pont. Les casseroles et les poêles tombèrent de leurs crochets. Les lumières vacillèrent, mais restèrent allumées. Pendant un moment, il y eut un silence absolu, alors que chaque homme essayait de traiter ce qui venait de se passer. Puis les cloches d'alarme commencèrent à sonner, un son aigu et insistant qui signifiait une chose. Poste de combat. Jackson courut vers le hublot le plus proche et regarda dehors. À 800 mètres, l'un des pétroliers du convoi, un navire massif transportant des milliers de gallons de mazout, était en train de mourir. Une torpille allemande avait frappé le milieu du navire, déchirant ses réservoirs de cargaison. L'huile enflammée se répandait à la surface de l'eau, transformant l'océan nocturne en un lac de feu. L'équipage du pétrolier sautait par-dessus bord, choisissant une chance dans l'eau enflammée plutôt que de rester sur le navire qui pouvait exploser à tout moment. Le ciel s'illumina d'une lueur orange si brillante qu'il était douloureux de regarder directement. Le pétrolier était clairement visible sur fond de ses propres funérailles, gitant sur tribord, le dos brisé. « Tout le monde au poste de combat ! Tout le monde au poste de combat !» L'annonce retentit des haut-parleurs dans tout le navire. « Ce n'est pas un exercice, contact de surface et sous-marin. Plusieurs U-boats dans la zone. » Selon le règlement, selon sa formation, selon chaque ordre qu'il avait jamais reçu, Leonard Jackson aurait dû immédiatement descendre sous le pont dans la zone de refuge désignée, où le personnel non combattant attendait les attaques. C'était la chose raisonnable à faire, c'était la chose sûre à faire, c'était ce qu'il aurait dû faire. Il ne le fit pas. Quelque chose le tira vers le haut au lieu de vers le bas. Peut-être était-ce l'instinct, un rejet primitif d'être piégé sous la ligne de flottaison dans un cercueil d'acier si le navire était touché. Peut-être était-ce cette même méfiance obstinée qui avait soutenu ses ancêtres à travers l'esclavage et ses parents à travers Jim Crow. Peut-être était-ce simplement la réalisation que s'il devait mourir cette nuit, il voulait voir le ciel encore une fois. Jackson courut dans les escaliers vers le pont principal à contre-courant des gens se précipitant vers leurs postes assignés. Personne ne l'arrêta, personne ne le remarqua, même dans le chaos. Il émergea à l'air libre juste au moment où la deuxième torpille frappa. Celle-ci toucha le Doyle lui-même. L'explosion se produisit à l'arrière, dans la partie arrière du navire, où les munitions pour les canons arrière étaient stockées. L'explosion fut dévastatrice. Une colonne de flammes et de débris jaillit à 50 pieds dans les airs. Toute la poupe du destroyer se tordit et se déforma. Des hommes furent projetés par-dessus bord par le choc. D'autres moururent instantanément des éclats volants. Jackson fut renversé sur le pont par l'onde de choc. Ses oreilles bourdonnaient, sa vue se brouilla. Pendant un moment, il ne put respirer. L'air fut expulsé de ses poumons. Lorsqu'il put enfin reprendre son souffle, il avait le goût de fumée et de métal brûlant. Le Doyle était gravement blessé. Des incendies brûlaient en plusieurs points le long du pont. Le poste de canon anti-aérien de 20 mm arrière fut complètement détruit. Des hommes criaient en appelant les médecins. Les officiers hurlaient des ordres. Les équipes de contrôle des avaries couraient avec des tuyaux et des extincteurs, essayant d'empêcher le feu d'atteindre les réservoirs de carburant ou les soutes à munitions supplémentaires. Jackson se releva. Son uniforme de cuisinier était trempé d'eau de mer et de sang. Il n'était pas sûr que ce soit le sien ou celui de quelqu'un d'autre.
Le pont était glissant d'huile et de sang. Des corps gisaient dans des positions non naturelles. Le navire de marine organisé sur lequel il avait servi pendant des mois s'était transformé en une scène d'enfer. Et puis il le vit. À 20 pieds, l'un des postes de canon de 20 mm du milieu se tenait inoccupé, son artilleur gisant sur le pont à proximité, son corps déchiré par les éclats de l'explosion. L'arme elle-même semblait intacte, son canon pointé inutilement vers le ciel, les chargeurs de munitions toujours chargés. Jackson regarda ce canon. Il regarda la mer enflammée autour du convoi, où les U-boats tournaient comme des requins. Il regarda les hommes courant à côté de lui, essayant de sauver le navire, essayant de combattre un ennemi qu'il ne pouvait même pas voir. Et Leonard Jackson prit une décision qui allait changer sa vie et sauver des centaines d'autres. Il courut vers le poste de canon inoccupé, grimpa sur la petite plateforme et saisit les doubles poignées de l'arme. Le métal était froid dans ses mains. Le canon sentait l'huile et la cordite des tirs précédents. À travers le simple viseur annulaire, il pouvait voir l'océan illuminé par les incendies du pétrolier en flammes. Jackson n'avait jamais tiré avec cette arme. Il n'avait jamais été autorisé à la toucher. Il n'avait jamais reçu une seule minute de formation officielle à son utilisation. Mais il avait observé pendant des mois. Il avait observé les artilleurs pendant les exercices. Il savait comment désengager la sécurité, le levier sur le côté gauche. Il savait comment viser, placer la cible au centre du viseur annulaire et la suivre en douceur. Il savait comment tirer, presser la gâchette montée sur la poignée droite. Il savait comment gérer le recul, s'appuyer contre le canon et le laisser pousser dans l'épaule, ne pas lutter contre lui. Ses mains passèrent par les procédures, comme si elles l'avaient fait 1000 fois auparavant. Sécurité désengagée, viseur dégagé, chargeur de munitions confirmé, chargé. 200 projectiles de munitions incendiaires hautement explosives de 20 mm. Chaque projectile capable de percer un blindage léger. Il était prêt. Il n'eut pas à attendre longtemps. Les projecteurs du Doyle fouillaient l'eau, cherchant les sous-marins qui les avaient attaqués. Les U-boats attaquaient généralement la nuit depuis la surface, où ils étaient plus rapides et plus difficiles à détecter qu'en plongée. Ils se positionnaient parmi les navires du convoi, tiraient des torpilles, puis plongeaient ou s'échappaient en surface. Mais cette nuit, l'un des commandants de U-boat commit une erreur tactique. Peut-être enhardi par le chaos que ces torpilles avaient créé. Peut-être désireux de recharger et de tirer à nouveau avant que les escorteurs ne puissent organiser une contre-attaque efficace, il décida de faire surface et de recharger ses tubes lance-torpilles. À 300 mètres du Doyle, un U-boat allemand de type 7C perça la surface comme une baleine. L'eau cascadait de sa coque alors qu'il s'élevait, sa tour de commandement émergeant en premier, puis son canon de pont, puis la longue coque cylindrique. Les écoutilles s'ouvrirent et les membres d'équipage grimpèrent sur le pont, se précipitant pour recharger les tubes lance-torpilles avant. C'était la procédure allemande standard. Faire surface brièvement, recharger rapidement, replonger avant que l'ennemi ne puisse réagir. Dans des circonstances normales, avec des équipes de canons entraînées en alerte, c'était risqué mais faisable. Le U-boat serait exposé pendant peut-être 2 minutes, peut-être moins. Mais ce n'étaient pas des circonstances normales, et Leonard Jackson n'était pas une équipe de canons normale. Le projecteur du Doyle trouva le sous-marin, l'épinglant dans un cône de lumière blanche éblouissante. Jackson observa à travers son viseur, alors que les marins allemands sur le pont du U-boat se protégeaient les yeux de l'éclat, temporairement aveuglés, criant les uns aux autres dans la panique. Jackson ouvrit le feu. Le canon de 20 mm prit vie dans ses mains, secouant et tremblant alors qu'il crachait des projectiles à une vitesse de 450 coups par minute. Les projectiles traceurs, chaque 5e projectile recouvert de phosphore pour brûler brillamment et marquer la trajectoire, traversèrent l'eau en un arc lumineux, montrant à Jackson exactement où allaient ses projectiles. Sa première rafale passa haut. Les projectiles volèrent au-dessus de la tour de commandement du sous-marin et tombèrent dans l'eau derrière lui. Mais Jackson corrigea immédiatement, dirigeant son tir vers le bas exactement comme il avait vu les artilleurs entraînés le faire pendant les exercices. La deuxième rafale toucha le pont du sous-marin, les projectiles étincelants et ricochant sur le blindage d'acier. Les marins allemands sur le pont se dispersèrent, plongeant vers les écoutilles, abandonnant l'opération de rechargement. Le commandant du U-boat criait des ordres pour plonger, pour descendre sous la surface avant que cette attaque inattendue ne les détruise.
Mais Jackson avait déjà ajusté sa visée. Au lieu de tirer sur la tour de commandement ou le pont où couraient les marins allemands, des cibles de haute valeur mais fortement blindées, il visait plus bas. Il visait la ligne de flottaison, où la coque sous pression du sous-marin était plus mince, où même les projectiles de 20 mm pouvaient percer s'ils frappaient au bon angle. Sa troisième rafale trouva exactement cet endroit. Les projectiles hautement explosifs de 20 mm frappèrent la coque du U-boat juste au-dessus de la ligne de flottaison, perçant la fine peau métallique et détonnant à l'intérieur. Chaque explosion était petite. Les projectiles de 20 mm ne portent pas beaucoup de matériel explosif, mais ils n'avaient pas besoin d'être gros. Ils devaient juste créer des trous qui laissaient entrer l'océan. La plongée du U-boat devint frénétique, désespérée. Son commandant savait que son bateau était endommagé, mais il ne savait pas à quel point. Il ordonna des procédures de plongée d'urgence, espérant descendre sous la surface avant que d'autres dommages ne surviennent. La proue du sous-marin s'inclina brusquement vers le bas, alors que les réservoirs de ballast se remplissaient, mais l'eau affluait également par les trous que Jackson avait déchirés dans la coque sous pression. Le sous-marin ne pouvait pas maintenir son assiette. Il ne plongeait pas de manière contrôlée, mais coulait plutôt, l'arrière en avant, selon un angle qui devenait de plus en plus raide et dangereux à chaque seconde qui passait. Les marins allemands descendaient encore par les écoutilles de la tour de commandement lorsque l'océan les engloutit. L'arrière du sous-marin passa sous l'eau en premier, puis la partie centrale, puis la tour de commandement elle-même. La dernière chose visible fut le sommet des périscopes, fendant l'eau comme un aileron de requin, puis cela aussi disparut. Le sous-marin ne refit jamais surface. Une analyse ultérieure établit que le sous-marin avait pris trop d'eau par les dommages à la coque causés par Jackson. Incapable de contrôler sa descente, il plongea au-delà de sa profondeur maximale de sécurité et implosa sous la pression à environ 300 mètres de profondeur. Les 44 membres d'équipage moururent instantanément lorsque la coque s'effondra. La propre pression du sous-marin créa son tombeau. Mais Jackson ne le savait pas encore. Il n'avait pas le temps de savoir quoi que ce soit, à part qu'un sous-marin avait disparu et qu'il y en avait encore d'autres. Le projecteur de Doyle fouillait frénétiquement l'eau, cherchant des menaces supplémentaires. Le sonar émettait des signaux inutilement. Les sous-marins étaient en surface, où le sonar ne pouvait pas les détecter efficacement. La mer était un chaos de pétrole en flammes, de navires marchands dispersés et de faisceaux de projecteurs perçant la fumée. Puis un autre sous-marin apparut. Celui-ci de l'autre côté de Doyle, à 400 mètres de distance. Ce sous-marin était plus grand, de type 9, conçu pour les opérations à longue portée, transportant plus de torpilles et un équipage plus important que le type 7C que Jackson venait de détruire. Son commandant observait la bataille, calculant son attaque, lorsqu'il vit ce qui était arrivé à son compagnon du sous-marin. Le commandant du type 9 prit une décision rapide. Faire surface complètement. Utiliser le canon de pont pour détruire cette escorte gênante. Éliminer la menace avant qu'elle ne puisse tuer un autre sous-marin. C'était agressif. C'était audacieux. Contre la plupart des adversaires, cela aurait pu fonctionner. Leonard Jackson n'était pas comme la plupart des adversaires. Le sous-marin de type 9 émergea de l'eau sombre comme un léviathan d'acier. Plus grand et plus menaçant que le premier sous-marin contre lequel Jackson avait combattu. Mesurant plus de 76 mètres de long, c'était l'un des sous-marins les plus capables d'Allemagne, conçu pour opérer loin des ports d'attache, transportant 22 torpilles et un équipage de 58 marins aguerris au combat. Son commandant avait déjà calculé son attaque. Faire surface complètement, armer le canon de pont de 105 mm monté devant le kiosque et envoyer quelques obus dans la ligne de flottaison de Doyle. Le destroyer américain était déjà endommagé après avoir été touché par une torpille à l'arrière. Quelques obus d'artillerie bien placés l'achèveraient. Mais le commandant allemand commit une erreur fatale en supposant que quiconque avait détruit le sous-marin de son compagnon était un tireur de marine entraîné qui aurait besoin de temps pour tourner son arme et viser une nouvelle cible de l'autre côté du navire. Leonard Jackson n'était pas lié par des temps de réaction normaux, ni par des procédures standards. Au moment où il vit le deuxième sous-marin émerger, il était déjà en mouvement. Il saisit les poignées rotatives du canon de 20 mm et tourna l'arme sur sa base, faisant pivoter le canon à travers le pont dans un arc fluide. Ses mouvements étaient maintenant instinctifs, une mémoire musculaire construite à partir de mois d'observation inconsciente, traduite en action.
Le type 9 montait encore, l'eau ruisselant de sa coque, les écoutilles commençant à peine à s'ouvrir lorsque Jackson ouvrit le feu. Sa première rafale toucha le kiosque, les projectiles étincelant sur la structure blindée. Les marins allemands émergeant de l'écoutille avant moururent avant de comprendre pleinement ce qui se passait. Les corps retombèrent par l'ouverture ou s'affaissèrent sur le bord de l'écoutille, bloquant le passage à ceux en dessous. Le commandant du sous-marin à l'intérieur du kiosque hurlait des ordres de plongée immédiate, mais son équipe de canons de pont aurait déjà dû servir son arme. Au lieu de cela, ils étaient morts ou mourants, fauchés par un tir précis d'une source qui n'aurait pas dû pouvoir réagir si rapidement. Jackson déplaça son tir du kiosque vers le pont, balayant méthodiquement la longueur du sous-marin. Les projectiles de 20 mm perçaient le revêtement mince de la coque extérieure, détruisant l'équipement, perforant les réservoirs de carburant, tuant quiconque avait la malchance d'être exposé. Mais les vrais dégâts se produisirent lorsque Jackson concentra son tir sur le kiosque lui-même. Pas sur les côtés blindés, mais sur la section supérieure, où dépassaient le périscope et l'antenne radio. C'étaient des systèmes critiques, légèrement protégés, car ils devaient se déployer et se rétracter. Les projectiles de 20 mm frappèrent le boîtier du périscope, fracassant l'optique, détruisant l'hydraulique qui le levait et l'abaissait. D'autres projectiles touchèrent l'antenne radio, la réduisant à du métal tordu. Les yeux et les oreilles du sous-marin disparurent en quelques secondes. Le commandant allemand à l'intérieur du kiosque sentit son navire trembler sous les impacts. Les rapports de dommages affluaient de divers compartiments. Périscope détruit, radio détruite, nombreuses brèches dans la coque, victimes sur le pont. Il avait quelques secondes pour prendre une décision. Rester en surface et essayer de riposter avec le canon de pont, ou plonger à l'aveugle et espérer s'échapper. Il choisit de plonger. Plongée d'urgence, tout le monde en bas. La voix du commandant était maintenant fébrile. Tous les calculs tactiques abandonnés au profit de la simple survie. La proue du sous-marin bascula brusquement vers le bas. Les moteurs diesel s'arrêtèrent lorsque les moteurs électriques prirent le relais pour les opérations sous-marines. Les ballastes se remplissaient rapidement, tirant le sous-marin sous l'eau. Mais les dommages étaient trop étendus. Le tir de Jackson avait percé la coque extérieure en plusieurs endroits. L'eau inondait des espaces qui auraient dû être secs. L'assiette du sous-marin, son équilibre dans l'eau, était complètement fausse. Il plongeait, mais pas de manière contrôlée. À 50 mètres de profondeur, le commandant essaya de stabiliser. Le sous-marin ne répondait pas correctement. Il continuait à basculer vers le bas, prenant de la vitesse, descendant plus vite que l'équipage ne pouvait le compenser. À 100 mètres, les alarmes commencèrent à se déclencher. Ils approchaient de la profondeur opérationnelle maximale de sécurité du sous-marin. La coque gémissait sous la pression croissante. À 150 mètres, les rivets commencèrent à sauter. De petites fuites apparurent là où les joints ne pouvaient pas supporter la pression. L'équipage travaillait frénétiquement pour purger les ballastes et inverser leur descente. À 200 mètres, le sous-marin de type 9 implosa. La coque de pression, conçue pour résister à des profondeurs allant jusqu'à 230 mètres lorsqu'elle était intacte, céda de manière catastrophique lorsqu'elle fut compromise par le tir de Jackson et la plongée incontrôlée. L'effondrement se produisit en millisecondes. L'océan écrasa le sous-marin comme une canette de bière vide, tuant instantanément les 58 hommes à bord. Ils n'eurent pas le temps de crier. Ils n'eurent pas le temps de prier. Un instant, ils étaient vivants, luttant pour sauver leur bateau. L'instant suivant, ils cessèrent simplement d'exister. Au-dessus, à bord de Doyle, Jackson vit des bulles et des débris émerger de l'endroit où le sous-marin avait disparu. Il ne connaissait pas les détails de ce qui s'était passé sous la surface, mais il savait que le sous-marin ne reviendrait pas. 2 sous-marins détruits en moins de 15 minutes. Son chargeur de munitions était presque vide. Ses mains étaient engourdies à force de serrer les poignets de l'arme. Son bras lui faisait mal à cause du recul du canon. Ses oreilles bourdonnaient du martèlement continu des projectiles tirés. Il aurait dû s'arrêter. Il aurait dû appeler un remplaçant, un tireur entraîné pour prendre le relais. Il aurait dû retourner sous le pont, où était sa place. Mais la bataille n'était pas terminée. Et quelque part là-bas dans l'obscurité, d'autres sous-marins rôdaient. Jackson éjecta le chargeur presque vide et tendit la main vers un nouveau sur le râtelier de préparation à côté de la base du canon.
Ses mains travaillaient automatiquement à travers la procédure de rechargement. Aligner le chargeur avec le mécanisme d'alimentation. Le pousser fermement en place. Tirer sur la poignée de chargement pour introduire le premier projectile dans la chambre. Désengager la sécurité, prêt à tirer à nouveau. Le capitaine de Doyle, le commandant William Harris, se battait également, sauvant son navire endommagé. Coordonnant le contrôle des dommages, dirigeant la barre pour maintenir la position avec le convoi, essayant d'obtenir une image cohérente de ce qui se passait dans le chaos. Mais des rapports continuaient à lui parvenir sur une position de canon non occupée qui continuait à tirer, sur des sous-marins détruits, sur quelqu'un qui ne devrait pas être là, faisant des choses qui ne devraient pas être possibles. Harris saisit des jumelles et regarda vers la position du canon au milieu du navire. À travers la fumée et les embruns, il vit une silhouette en uniforme de cuisinier, blanc, ou ce qui était blanc, avant d'être taché de sang et d'huile, servant le canon de 20 mm. « Qui diable est-ce » exigea Harris. Personne n'avait de réponse. Mais avant que Harris ne puisse enquêter davantage, un observateur cria un avertissement. « Sous-marin émergeant à proximité. 200 mètres, relèvement 0,90. » Tous ceux sur la passerelle de Doyle se retournèrent pour regarder. 200 mètres, à peine la longueur de 2 terrains de football. À cette distance, si le sous-marin déployait son canon de pont, il pouvait déchirer Doyle en morceaux. Le troisième sous-marin exécutait une manœuvre désespérée. Son commandant avait observé 2 de ses compagnons de la meute de loups être détruits en succession rapide. Il avait vu ce destroyer américain, cette escorte prétendument sans défense, tuer des sous-marins avec une vitesse et une précision qui ne devraient pas être possibles. Alors il décida d'éliminer la menace directement. Faire surface près, faire surface rapidement, armer le canon de pont avant que les Américains ne puissent réagir, tirer suffisamment d'obus dans le destroyer pour le couler ou au moins le neutraliser complètement. C'était le genre de tactique agressive du tout ou rien qui fonctionnait parfois contre des adversaires désorganisés ou mal entraînés. Elle nécessitait de la vitesse, de la surprise et surtout, elle nécessitait de placer l'équipe du canon sur le pont et d'ouvrir le feu avant que l'ennemi ne puisse réagir. Le sous-marin émergea à grande vitesse. L'eau explosa de sa coque, les embruns volant dans toutes les directions. L'écoutille du kiosque s'ouvrit violemment et les marins allemands se déversèrent à l'extérieur, se précipitant vers leur canon de pont avec une habileté exercée. Ils étaient rapides, ils étaient entraînés, ils étaient motivés par la mort de leurs compagnons et la conscience que leur propre survie dépendait de la destruction de ce navire. Ils n'étaient pas assez rapides. Leonard Jackson avait déjà repéré le sous-marin au moment où il commençait à émerger. À 200 mètres, il était proche, beaucoup plus proche que les autres. Mais plus proche signifiait également plus facile à toucher, moins de temps pour la manœuvre de la cible, moins de chances de manquer. Jackson avait le canon de 20 mm pointé sur le sous-marin avant que le premier marin allemand n'émerge complètement du kiosque. Son doigt pressait déjà la gâchette. Il avait appris des affrontements précédents. Ne pas attendre, ne pas hésiter. Tirer en premier et continuer à tirer jusqu'à ce que la cible soit détruite ou que les munitions soient épuisées. Le commandant du sous-marin se hissa par l'écoutille du kiosque, sa bouche s'ouvrant pour crier des ordres à son équipe de canons de pont. Il ne prononça jamais ces mots. La première rafale de Jackson le toucha en pleine poitrine. Les projectiles explosifs de 20 mm détonèrent à l'impact. Le corps du commandant allemand fut projeté en arrière dans le kiosque, bloquant l'écoutille, créant un obstacle humain qui empêchait les marins en dessous d'atteindre le pont. Jackson ne cessa pas de tirer. Il tourna légèrement le canon, balayant la zone du kiosque, tuant ou blessant quiconque tentait d'émerger. Les corps s'entassaient autour de l'écoutille. Des cris résonnaient de l'intérieur du sous-marin, alors que les hommes essayaient de se frayer un chemin à travers leurs compagnons morts et mourants. Puis Jackson déplaça sa cible vers le canon de pont lui-même. Même non occupé, l'arme constituait une menace si les Allemands pouvaient l'atteindre. Les projectiles de 20 mm martelèrent la base du canon, détruisant son mécanisme rotatif, tordant son canon, le rendant inutilisable, même si quelqu'un parvenait à l'atteindre. L'officier exécutif du sous-marin, piégé en dessous, prit une décision désespérée. Il ne pouvait pas faire surface. Le pont était une zone de mort. Il ne pouvait pas plonger trop près du navire américain. Il serait éperonné ou attaqué par des grenades sous-marines. Il ne pouvait pas se battre. Leur canon de pont était détruit et leur commandant était mort.
La capitulation était la seule option. Un chiffon blanc, en fait le maillot de corps de quelqu'un, apparut de l'écoutille du kiosque, agité frénétiquement. Une voix cria avec un fort accent en anglais. « Nous nous rendons, nous nous rendons, cessez le feu s'il vous plaît !» Le doigt de Jackson resta sur la gâchette, mais il ne tira pas. La formation professionnelle qu'il avait reçue, minimale qu'elle fût, incluait les lois de la guerre. On ne tirait pas sur des ennemis tentant de se rendre. On ne tuait pas des gens agitant des drapeaux blancs. Mais il ne leur faisait pas confiance non plus. Il garda le canon pointé sur le sous-marin, prêt à tirer à nouveau si c'était un piège. Ce n'était pas un piège. Lentement, prudemment, les marins allemands commencèrent à émerger du sous-marin, les mains levées. Ils montèrent sur le pont, contournant les corps de leurs compagnons morts, et se tinrent en groupe face à Doyle, se rendant. Le commandant Harris ordonna à une équipe d'abordage de sécuriser le sous-marin et de prendre les survivants en captivité. 11 marins allemands furent tissés à bord de Doyle. Tous ceux qui restaient en vie d'un équipage qui avait commencé la nuit avec 44 hommes. Le sous-marin lui-même, endommagé et abandonné, commença à couler lentement, ses ballastes se remplissant, son équipage n'étant plus à bord pour le sauver. Jackson regarda le sous-marin descendre sous l'eau, ses mains serrant toujours les poignées du canon de 20 mm, tout son corps tremblant maintenant, alors que l'adrénaline retombait et que la réalité de ce qui venait de se passer commençait à l'atteindre. 3 sous-marins en 30 minutes, depuis le premier affrontement jusqu'au dernier. Un homme avec une arme qu'il n'avait jamais été formé à utiliser. Le chargeur de munitions était à nouveau vide. Les mains de Jackson se déplacèrent automatiquement pour l'éjecter, mais ce n'était pas nécessaire. La bataille était terminée. La meute de loups avait été détruite ou dispersée. Le convoi, malmené mais encore largement intact, se reformait et continuait vers l'Afrique du Nord. Et Leonard Jackson, cuisinier de 3e classe, se tenait au poste de canon où il n'avait pas l'autorisation d'être, faisant des choses pour lesquelles il n'avait pas la permission, obtenant des résultats avec lesquels des tireurs professionnels de la marine auraient eu du mal à rivaliser. Ses jambes cédèrent, il s'assit lourdement sur le pont, le dos contre la base du canon, et réalisa qu'il pleurait. Pas de peur ni de douleur, mais de la pure intensité écrasante d'avoir survécu à quelque chose qui aurait dû le tuer une douzaine de fois. C'est là que le commandant Harris le trouva lorsqu'il atteignit finalement le poste de canon. Le commandant William Harris se tenait debout, regardant le jeune homme appuyé contre la base du canon, essayant de traiter ce qu'il avait vu. Le pont autour du poste de 20 mm était jonché de douilles vides, des centaines d'entre elles brillant à la lumière du pétrolier encore en flammes. Le canon lui-même était encore chaud, de la fumée s'élevant de son canon. Et assis à côté, vêtu d'un uniforme de cuisinier ensanglanté, se trouvait un marin noir qui n'aurait pas dû être là. « Qui diable êtes-vous » demanda Harris, sa voix mêlant confusion et admiration. Leonard Jackson se leva difficilement, se mettant au garde-à-vous du mieux qu'il pouvait. Ses jambes étaient chancelantes, ses mains tremblaient. « Jackson, monsieur, cuisinier de 3e classe. » Harris regarda le jeune homme, puis le canon, puis l'océan, où 3 nappes de pétrole et de débris marquaient les tombes de 3 sous-marins allemands. Il regarda à nouveau Jackson. « Cuisinier ?» répéta-t-il, comme si ce mot n'avait aucun sens dans ce contexte. « Vous êtes cuisinier ?»« Oui, monsieur. »« Et vous venez de détruire 3 sous-marins. »« Oui, monsieur. Je pense que oui, monsieur. » Harris resta silencieux pendant un long moment, son esprit essayant de concilier les règlements de la marine avec les preuves indéniables devant lui. Finalement, il posa la seule question qui importait. « Où avez-vous appris à utiliser cette arme ?» Jackson hésita. La réponse honnête pourrait le faire passer en cour martiale pour avoir été là où il n'aurait pas dû être. Apprendre des choses pour lesquelles il n'était pas autorisé. Mais mentir à son commandant semblait pire. « J'ai observé, monsieur, pendant les exercices. Je n'ai jamais touché les canons, mais j'ai observé les tireurs. J'ai mémorisé ce qu'ils faisaient. Je ne pensais pas que j'aurais jamais à l'utiliser, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'apprendre. » Harris le fixa, puis fit quelque chose d'inattendu. Il rit, d'un rire court, sec et aboyant, qui ne contenait aucun humour, seulement de l'incrédulité et une sorte d'admiration désespérée. « Vous avez observé, mémorisé, puis vous êtes sorti là-bas et avez tué 3 sous-marins. » Harris secoua la tête. « Fils, avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire ? Ces sous-marins auraient déchiré ce convoi en morceaux,
des dizaines de navires coulés, des milliers de tonnes de fournitures perdues, des centaines, peut-être des milliers de morts. Vous avez sauvé tout ce convoi. Jackson ne savait pas quoi dire. Il s'était battu pour survivre, pour protéger son navire. Il n'avait pas pensé aux implications plus larges. Harris prit une décision. « Restez ici, ne bougez pas, ne parlez à personne. Je dois consigner cela, et je dois trouver comment diable expliquer cela à mes supérieurs. » Au cours des 48 heures suivantes, le rapport de Harris gravit la chaîne de commandement de la marine comme une fusée. Un cuisinier noir détruisant 3 sous-marins en 30 minutes. C'était sans précédent. C'était extraordinaire. C'était également profondément problématique pour l'establishment militaire, construit sur l'hypothèse que les soldats noirs ne pouvaient pas gérer les rôles de combat. Le rapport arriva sur le bureau de l'amiral commandant les opérations navales en Afrique du Nord en 2 jours. Il atteignit le quartier général d'Eisenhower en 3 jours, et en 1 semaine, il parvint aux oreilles de George S. Patton. Patton était en Afrique du Nord, préparant ses forces pour l'offensive sur la Tunisie, lorsqu'un officier de liaison de la marine mentionna l'incident lors d'un dîner au quartier général. L'officier le raconta comme une anecdote intéressante, une curiosité dans l'histoire plus large des opérations de convoi. Un cuisinier noir a coulé 3 sous-marins. Patton s'interrompit, ses yeux se plissant avec un intérêt soudain et intense. Un homme, 3 sous-marins. Oui, général. Leonard Jackson. Ils envisagent une distinction, mais il y a des complications. Patton savait exactement quelles étaient ces complications. Il avait passé toute sa carrière militaire à lutter contre le racisme institutionnel de l'armée, arguant que l'efficacité au combat importait plus que la couleur de peau, que le courage et les compétences n'avaient rien à voir avec la race. Il avait été ignoré, méprisé et parfois ridiculisé pour ses opinions, mais il n'avait jamais cessé d'y croire. Où est cet homme maintenant ? Toujours à bord de l'USS Doyle, monsieur. Le navire est amarré à Casablanca pour des réparations, après les dommages causés par les torpilles. Patton se leva brusquement. « Préparez ma jeep, je vais rencontrer ce cuisinier. » Ses officiers d'état-major échangèrent des regards nerveux. Patton visitant un navire de la marine n'était rien d'inhabituel. Il coordonnait souvent les opérations avec les forces navales. Mais entreprendre un voyage spécial pour rencontrer un simple cuisinier, c'était étrange même pour Patton. « Monsieur, la marine peut vous l'envoyer si vous voulez l'interroger, » suggéra un officier. « Non, » dit Patton avec fermeté. « Si un homme sauve des centaines de vies et remporte une victoire tactique significative, un général peut, bon sang, aller le rencontrer. Préparez une jeep. » Le lendemain matin, le véhicule de Patton s'arrêta au quai de Casablanca, où le Doyle était amarré. Le destroyer montrait des dommages visibles après avoir été touché par une torpille. Sa poupe était noircie et tordue. Des équipes de réparation soudaient de nouvelles plaques d'acier et une barge de travail était positionnée le long du flanc, pompant les compartiments inondés. La nouvelle qu'un général 3 étoiles rendait visite se répandit sur le navire en quelques secondes. Les marins se précipitèrent pour avoir l'air présentable. Les officiers se hâtèrent d'accueillir l'éminent visiteur. Le commandant Harris rencontra Patton à la passerelle, saluant vivement. « Général Patton, monsieur, c'est un honneur inattendu. Où est Jackson ?» demanda Patton sans préambule. « Le cuisinier qui a tué ses sous-marins. » Harris hésita. « Monsieur, il est à la cambuse, en train de travailler. Je peux le faire venir dans la cabine des officiers si vous le souhaitez. »« Conduisez-moi à la cambuse. » Ce n'était pas une demande. Harris conduisit Patton à travers les couloirs étroits du navire, passant devant des marins qui se plaquaient contre les murs pour laisser passer le général, jusqu'à la cambuse exiguë où les repas de l'équipage étaient préparés. Leonard Jackson se tenait près du plan de travail, épluchant des pommes de terre. Un grand seau métallique à côté de lui était déjà à moitié rempli de tubercules épluchés. Il était concentré sur son travail, ses mains bougeant avec une habileté exercée, probablement sa 200e pomme de terre de la journée. Il ne remarqua pas l'entrée de Patton jusqu'à ce que l'ombre du général tombe sur son poste de travail. Jackson leva les yeux, vit les 3 étoiles sur le casque de Patton et faillit lâcher son couteau. Il commença à se mettre au garde-à-vous, mais Patton lui fit signe de se calmer. « Repos, marin, continuez votre travail. Je veux vous parler pendant que vous faites ce que vous faites. » Jackson reprit l'épluchage, bien que ses mains tremblent légèrement. « Monsieur,
« Que puis-je faire pour vous, monsieur ?» Patton tira un tabouret et s'assit suffisamment près pour que Jackson puisse sentir l'eau de Cologne du général, mêlée à l'odeur de fumée de cigare. « Je veux l'entendre de vous, ce qui s'est passé là-bas, dans vos propres mots. » Alors Jackson lui raconta, d'abord avec hésitation, puis avec une confiance croissante, tandis que Patton écoutait sans l'interrompre. Décrivit les impacts de torpilles, le chaos à bord, le canon sans servant, les 3 sous-marins. Il expliqua comment il avait appris l'arme par observation, comment il avait tiré sur la base de l'instinct et de l'observation, et non de l'entraînement. Quand il eut terminé, Patton resta silencieux pendant un long moment, observant les mains de Jackson éplucher mécaniquement une autre pomme de terre. « Combien de pommes de terre épluchez-vous par jour, mon garçon ?» La question surprit Jackson. « Monsieur, je peux être 200. Cela dépend du menu. » 200 pommes de terre, répéta Patton. Et personne ne vous a appris à éplucher des pommes de terre, n'est-ce pas? Ils vous ont simplement donné un couteau et un seau, et ont attendu que vous appreniez par vous-même. Oui, monsieur, à peu près. Et vous avez appris par observation, par pratique, par répétition, jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Patton se pencha en avant. C'est exactement comme ça que vous avez appris à utiliser ce canon, n'est-ce pas? Le même processus. Observer, apprendre, s'exercer mentalement, jusqu'à ce que les mouvements deviennent automatiques. Je suppose que oui, monsieur. Patton se leva et se tourna vers les officiers rassemblés, qui s'étaient entassés à l'entrée de la cambuse pour être témoins de cette scène étrange. Messieurs, vous regardez à quoi ressemble un vrai soldat. Pas quelqu'un qui a été formé, pas quelqu'un qui a été autorisé, pas quelqu'un dont on attendait qu'il se batte, mais quelqu'un qui a vu ce qui devait être fait et l'a fait. Quelqu'un qui a improvisé, qui a attaqué, qui a gagné. Il regarda de nouveau Jackson. La marine vous donnera probablement une médaille, puis vous renverra éplucher des pommes de terre, parce que c'est ainsi que pensent les institutions. Elles ne peuvent pas imaginer que leurs hypothèses puissent être fausses. Elles ne peuvent pas accepter qu'un cuisinier noir puisse être aussi capable que n'importe quel artilleur blanc, plus capable, à en juger par vos résultats. Patton tendit la main et détacha l'un de ses pistolets, le célèbre Colt 45 avec des poignées en ivoire, qu'il avait porté pendant 2 guerres. Il le tendit vers Jackson. « Je collectionne les guerriers, mon garçon. Des hommes qui comprennent que le courage ne vient pas du rang, de l'entraînement ou de la permission. Il vient de l'intérieur. Vous êtes l'un des plus grands guerriers que j'ai jamais rencontrés. » Jackson fixait le pistolet, tenant toujours dans ses mains une pomme de terre à moitié épluchée et un couteau. « Monsieur, je ne peux pas accepter. »« Si, vous pouvez, et vous accepterez. » La voix de Patton était ferme, mais pas rude. Vous l'avez mérité par votre initiative, vos compétences et votre courage. Ce pistolet était avec moi au Mexique, pendant la Première Guerre mondiale, dans chaque bataille où j'ai combattu. Maintenant, il vous appartient. Jackson posa la pomme de terre et le couteau de ses mains tremblantes et accepta l'arme. Elle était plus lourde qu'il ne s'y attendait, les poignées en ivoire lisse et chaude. « Général, monsieur, je ne sais pas quoi dire. » Patton se retournait déjà pour partir, mais s'arrêta à l'entrée de la cambuse et regarda par-dessus son épaule. « Ne dites rien, souvenez-vous simplement de qui vous êtes. Pas un cuisinier, pas un homme noir dans la marine des hommes blancs, un guerrier, l'un des meilleurs. Et quand cette guerre sera terminée, ne laissez personne vous dire le contraire. » Il fit 2 pas, puis s'arrêta de nouveau. « Oh, et Jackson ?»« Oui, monsieur. Ces pommes de terre ne vont pas s'éplucher toutes seules. Retournez au travail. » Puis George S. Patton sortit de la cambuse, laissant le cuisinier tenant le pistolet du général et essayant de ne pas pleurer. Les conséquences arrivèrent lentement. La marine décora Jackson de la Croix de la Marine, la 2e plus haute distinction pour bravoure, juste en dessous de la médaille d'honneur. Mais la cérémonie fut discrète, presque secrète, menée à Casablanca sans présence de la presse, sans photographe, sans reconnaissance publique. La justification fut soigneusement formulée pour reconnaître sa bravoure exceptionnelle au combat, sans s'étendre sur le fait embarrassant qu'un cuisinier non formé avait fait mieux que la plupart des artilleurs professionnels auraient pu espérer accomplir. Après la cérémonie, Jackson fut rétabli dans ses fonctions de cuisinier. La marine ne fit aucun effort pour le former comme artilleur, le nommer officier, ou utiliser les compétences de combat évidentes qu'il avait démontrées. Il passa le reste de la guerre dans les cambuses, épluchant des pommes de terre, préparant des repas, servant du café à des hommes qui parfois ne savaient pas qu'ils étaient servis par l'un des tueurs de sous-marins les plus efficaces de l'histoire de la marine.
Jackson ne se plaignit jamais. Il fit ce qu'il avait l'intention de faire. Survivre à la guerre, servir son pays. Prouver qu'il était aussi capable que n'importe quel homme, peu importe ce que disaient les règlements. La croix de la marine était agréable. Le pistolet de Patton était plus agréable. Mais la vraie récompense était la conscience de ce qu'il avait accompli, ce qu'il avait prouvé. Quand la guerre se termina en 1945, Leonard Jackson retourna à Bâton Rouge. Il ouvrit un petit restaurant, rien de sophistiqué, juste de la bonne nourriture du Sud servie dans un établissement propre où tout le monde était le bienvenu, quelle que soit la couleur de peau. Il connut suffisamment de succès pour subvenir à ses besoins et à ceux de la famille qu'il fonda avec son amour de lycée. Il parlait rarement de la guerre. Quand des clients curieux posaient des questions sur le pistolet monté dans une vitrine en verre sur le mur, le Colt 45 avec ses poignées caractéristiques en ivoire, il souriait et disait « Le général me l'a donné parce que je cuisinais vraiment bien ». La plupart des gens acceptaient cette explication et passaient à autre chose. Mais de temps en temps, quelqu'un qui connaissait l'histoire militaire regardait de plus près le pistolet, remarquait les marquages, réalisait à qui avait appartenu cette arme et posait la question évidente. Jackson souriait simplement plus largement et disait « Comme je l'ai dit, je cuisinais vraiment bien. » Mais tard dans la nuit, quand le restaurant était fermé et qu'il était seul avec ses souvenirs, Jackson décrochait parfois ce pistolet et le tenait, sentant son poids, se rappelant la nuit où il était plus qu'un cuisinier, où il était exactement ce que Patton l'avait appelé, un guerrier. L'histoire officielle de la marine de guerre de la bataille de l'Atlantique mentionne l'affrontement du 14 novembre 1942 en un paragraphe. 3 sous-marins furent détruits par l'USS Doyle pendant une opération de protection de convoi. Les pertes alliées furent minimes. Elle ne mentionne pas Leonard Jackson par son nom. Elle ne mentionne pas que les 3 sous-marins furent détruits par un seul homme. Elle ne mentionne pas que cet homme était un cuisinier sans formation formelle d'artillerie. Mais les archives allemandes de la marine de guerre, capturées après la guerre, racontent une histoire différente. Les commandants de sous-marins qui survécurent à d'autres affrontements et furent interrogés par les services de renseignement alliés parlaient du 14 novembre avec une sorte de respect terrifié. Ils parlaient de la meute de loups qui avait été détruite en quelques minutes par un tir précis et destructeur d'une seule arme. Ils ne pouvaient pas comprendre comment les Américains avaient réagi si rapidement, tiré si précisément, tué si efficacement. Les interrogateurs savaient. Ils avaient lu les rapports. Ils savaient pour Leonard Jackson, mais n'expliquèrent pas cela aux prisonniers allemands. Mieux valait les laisser se demander. Mieux valait les laisser avoir peur. En 1987, Leonard Jackson mourut paisiblement dans son sommeil à l'âge de 67 ans. À ses funérailles à Bâton Rouge, des centaines de personnes se présentèrent, familles, amis, clients de son restaurant. Le pasteur prononça un éloge funèbre émouvant sur un homme bon qui avait servi son pays, élevé une famille et contribué au développement de sa communauté. Une seule personne mentionna la guerre. Le fils aîné de Jackson, prenant la parole pendant le service, raconta l'histoire que son père avait finalement partagée dans ses derniers jours. Mon père a coulé 3 sous-marins allemands en 30 minutes avec un canon dont il n'avait jamais été formé à l'utilisation. Quand le général lui a demandé comment il avait fait, mon père a dit qu'il avait appris de la même manière qu'il avait tout appris. Par observation, par pratique, par refus d'accepter que quelque chose soit impossible simplement parce que quelqu'un l'avait dit. Le fils s'interrompit, regardant le cercueil recouvert du drapeau. La marine lui a donné une médaille. Le général Patton lui a donné un pistolet. Mais ce que mon père chérissait le plus, c'est ce que Patton lui avait dit. Vous n'êtes pas un cuisinier, vous êtes un guerrier. Dans un monde qui essayait de limiter ce qu'il pouvait être, un homme l'a vu tel qu'il était vraiment. Le Colt 45 avec les poignées en ivoire fut enterré avec Leonard Jackson, placé dans le cercueil par sa famille. Il fut sa possession la plus précieuse pendant plus de 40 ans. La preuve physique que pendant une nuit en 1942, les règles n'avaient pas d'importance, les règlements n'avaient pas d'importance, et la couleur de peau n'avait pas d'importance. Seul comptait ce qu'un homme pouvait faire quand tout en dépendait. 3 sous-marins, 30 minutes, 200 pommes de terre et un refus absolu de mourir caché sous le pont. Certaines histoires n'ont pas besoin d'exagération. Elles sont extraordinaires exactement telles qu'elles se sont produites.